Alors, dans un premier temps, je tiens à remercier tous les conférenciers qui sont passés avant moi parce que je trouve qu'ils ont fourni pas mal d'éclairage et personnellement, j'étais en train de noter depuis tout à l'heure pour mon projet et ça me donne aussi, et pour mes doctorantes qui sont là, qui travaillent sur justement, il y a une étudiante qui analyse l'ANEM, le référentiel de l'ANEM, et j'ai une autre étudiante qui travaille sur la relation, sur la compétence, sur la restructuration des savoirs et des compétences dans les cursus justement de langue pour pouvoir justement les aligner, si on peut se permettre le terme, dans ce cadre-là. Et donc je pense que c'est très éclairant pour notre projet et pour l'ensemble des membres. Alors, je tiens à dire que c'est une présentation que j'avais déjà faite au colloque de CETIF, mais je voulais la reprendre, en faire bénéficier nos étudiants, et puis elle introduira d'une manière ou d'une autre la dernière, je dirais, communication du docteur Delfouf, qui va vous donner un exemple concret, justement, d'un type d'insertion, mais c'est une si on peut se permettre, auto-insertion dans le cadre de l'entrepreneuriat. Alors, moi, ma réflexion, je voulais un petit peu voir, dans le cadre toujours de cette recherche, et c'est une réflexion qui est toujours en cours, cette relation entre la professionnalisation et l'entrepreneuriat en fin de compte, puisqu'on en parle tellement depuis 2 ans, 3 ans, ça revient, c'est un sujet qui revient, et l'État et l'université est en train de mettre en place des dispositifs, justement, pour rapprocher, justement, l'université de son milieu socio-économique à travers ce fameux couple formation-emploi. Donc, dans un premier temps, donc, je reprends un peu dans quel cadre ce projet du PRFU. Bien sûr, comme tout enseignant, comme l'avait dit tout à l'heure le professeur Hawa, un véritable universitaire réfléchit sur les questions de sa société. Les formations en langue est une question, je le dis à mes étudiants en méthodologie, on ne calque pas des mémoires, on construit un sujet qui émane de votre société. Vous êtes tout le temps confronté à des difficultés, à des problèmes, et la question, justement, à l'université vous permet de transposer ce problème pour le rendre un objet de recherche. Et du coup, donc nous, au départ, j'étais très, bien sûr, comme toute Algérienne, qui suit un peu l'évolution du contexte algérien et l'évolution du contexte international. À un certain moment, avec cette nouvelle politique de l'État aussi, par rapport à la langue française et la langue anglaise, donc je disais aux collègues, nos métiers sont un petit peu en danger, donc il va falloir se ressaisir, réfléchir sur ces métiers, et pour rendre nos formations plus attractives pour nos étudiants, entre parenthèses, cette année, on a eu 200 étudiants seulement, première année, par rapport au département d'anglais, 600. Et du coup, donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire diminution de postes également, et on risque d'être un peu parachuté dans pas mal de départements, comme ça s'est passé pour le département de traduction il y a quelques années, et justement, c'était l'un des meilleurs départements de traduction, et malheureusement, il y a un manque d'étudiants à cause justement d'un dysfonctionnement, bien sûr, je dirais interne et externe. Donc voilà, donc le projet, bien sûr, il part du principe qu'on doit d'abord dégager le profil justement de nos diplômés. Qu'est-ce qu'on forme? Nos étudiants en langue, ils sortent avec quelles compétences? Ensuite, on va essayer de voir, j'ai un économiste avec moi, un collègue de l'Université de Maria, et j'invite tous nos panélistes s'ils veulent m'aider et contribuer justement à ce que je mène à bien ce projet, puisqu'il faut appeler les gens de la spécialité, justement, à étudier l'analyse du tissu économique local de Constantine. Donc, et du coup, il nous aide un petit peu à mettre en place ce dispositif, puisqu'il est économiste, et donc à faire une analyse. Et les étudiantes qui prennent un peu de retard par rapport à ça, parce qu'ils trouvent que le travail est colossal, et ils se sont habitués à un master où on fait des petites études de cas. Je leur dis, la méthodologie, ça se construit également. Et donc, il va falloir chercher les indicateurs qui sont en relation, bien sûr, avec les problématiques. Et du coup, l'objectif, c'est de restructurer les savoirs. C'est l'objet de la thèse de Madame Jahad, c'est de voir un petit peu, comme disait tout à l'heure le professeur Barbouche, cette compétence, elle inclut bien sûr des connaissances, et elle fait appel à des connaissances, elle fait appel à des ressources, elle fait appel également, il les a cités tout à l'heure, pour que vous puissiez justement être un acteur qui agit dans la société et dans le cadre peut-être d'une organisation. Et à la fin, nous espérons, j'espère qu'on terminera et qu'on aura l'occasion de proposer des canevas de formation professionnalisante en langue française. Parce qu'au niveau du département, nous n'avons que des formations académiques. Mais bon, une formation académique, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas professionnalisante, et certains experts nous ont répondu sur la question il y a quelques temps. Donc voilà, ce qui est pourquoi faire intégrer l'entrepreneuriat, et
vous sensibiliser en tant qu'étudiant à l'entrepreneuriat en langue étrangère. Bien sûr, je me suis référée à plusieurs rapports internationaux, je ne suis pas spécialiste en la question, mais je fais des lectures comme tout le monde. Et du coup, plusieurs rapports internationaux, notamment le rapport annuel des Nations Unies, le ministère de l'économie, de la connaissance, le rapport, le Future of Job, rapport de 2023. Donc, ils rendent compte de pas mal d'éléments. Pourquoi il faut aller vers l'entrepreneuriat? D'abord, c'est une réponse aux exigences du marché global. Le marché international est en train de changer. Automatiquement, l'Algérie est influencée. Comme le disaient nos décideurs, il faut sortir un peu de ce marché de la rente pétrolière et il faut aller diversifier notre économie. Aussi, stimuler l'innovation. Moi, je dis souvent à nos étudiants, l'innovation, c'est pas créer quelque chose d'inexistant. L'innovation, c'est partir de quelque chose et l'améliorer. On peut améliorer. Et je leur dis, vous avez les potentialités pour le faire. Ensuite, bien sûr, les décideurs aussi pensent à diversifier dans ce sens-là l'économie, à développer, bien sûr, le développement socio-économique du pays, améliorer l'employabilité des diplômes, et les panélistes en ont tellement parlé, valoriser justement vos compétences de diplômés de langue. Comment on va valoriser ces compétences? Et puis, bien sûr, une fois que vous allez valoriser vos compétences, vous allez entrer dans des réseaux nationaux et internationaux et qui vont vous permettre justement de faire des partenariats, d'échanger professionnellement et d'accéder à d'autres ressources internationales. Donc, pourquoi l'objectif derrière cette réflexion, d'abord, c'est d'examiner un peu quelles sont les facettes, quelles sont les dimensions, je dirais, de cette relation entre les formations en langue et l'entrepreneuriat, à la lumière, bien sûr, de la professionnalisation, qui est l'objet de notre projet. Et les différents essais, bien sûr, je suis allée fouiller un peu dans la littérature. Je dis aux étudiants, vous ne pouvez pas faire une recherche. Si vous ne faites pas une revue de la littérature, ils croient qu'ils peuvent mener une recherche sans lire. Alors j'insiste sur ça et je profite pour le dire encore une fois dans cette salle. Donc, les modélisations du processus d'émergence des spin-offs universitaires. Alors, pour faire ça, les spin-offs, donc, c'est comment? C'est comme le chercheur, il va créer une entreprise, voilà, le scientifique, et puis je vous donnerai une définition. C'est comment il va transposer des savoirs qui ont été produits dans un domaine universitaire, comment il va les rendre tout simplement en un produit commercialisable. Et donc, dans un deuxième temps, c'est comment démontrer comment la professionnalisation des formations universitaires permet de promouvoir justement l'entrepreneuriat en langue étrangère à travers les transversalités. Nous, ce qu'on cherche, ce qui est commun. Le terme de transversalité, il est beaucoup utilisé en didactique, justement, pour pouvoir justement chercher ce qui est commun entre ces deux éléments. Et donc, ces transversalités sont à chercher, et c'est ce qu'il y a dans le cadre de ce projet, dans le cadre des thèses, sont allées à chercher dans le développement des savoirs et des compétences. Donc, nous avons des cursus, on doit les revoir pour développer justement ces savoirs, ces compétences. Valoriser la recherche universitaire. On fait tellement de recherches dans ce pays, il y a beaucoup de mémoires publiées, mais est-ce qu'on les a réellement rentabilisées? Est-ce que c'est des choses qui peuvent réellement devenir des produits plus tard? Et puis, dans un troisième temps, c'est comment assurer ce transfert des connaissances de l'université vers l'entreprise. Donc, bien sûr, pour mener cette réflexion, tout chercheur a un positionnement épistémologique. Ce positionnement, il s'articule bien sûr, ces transversalités que je viens de citer, seront discutées dans le cadre d'un positionnement épistémologique qui défend le processus de professionnalisation. Puisque nous sommes dans cet esprit-là, on travaille comment nous allons pouvoir professionnaliser nos formations et en tant que parcours de conception de produits scientifiques convertibles en spin-off universitaire. Bien sûr, c'est un parcours qui se focalise tout particulièrement sur les éléments clés, quels sont les éléments à prendre en considération pour passer d'un produit universitaire à un produit commercialisable. Cela inclut la transition du produit scientifique issu de la formation professionnalisante vers une application pratique et entrepreneuriale. Explorer les mécanismes de valorisation, bien sûr, de ces savoirs pendant la formation, la manière dont ces savoirs peuvent être transformés en produits concrets et comment ces produits peuvent ensuite évoluer vers justement cet élément qu'on appelle les spin-offs universitaires. L'objectif poursuivi est de contribuer bien sûr à la compréhension approfondie du lien qui existe entre la professionnalisation et le développement d'entreprises innovantes. Bien sûr, le dépassement de cette simple exploration de la relation pour mettre en évidence les perspectives et les nouvelles connaissances, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va, moi en tant que didacticienne, quelles sont les connaissances qu'on peut introduire dans ces formations pour justement aller dans cette perspective de proposer des formations professionnalisantes et qui peuvent à leur tour justement, ces produits scientifiques peuvent être convertis en
entreprise. Pour schématiser, pour faire simple, ce processus, donc nous avons dans le cadre de la professionnalisation, alors là j'ai pris une définition, vous allez voir que Witorski propose 3 définitions, donc des sphères différentes, des sphères sociales, mais d'ailleurs dans le colloque international, il nous a conseillé d'aller dans cette définition de la professionnalisation, c'est comment développer les savoirs et les compétences. Et du coup, ces savoirs, donc, ce sont des produits scientifiques, comment on pourra les valoriser pour qu'ils soient transformés, donc comment on va les transformer, on va transformer ces savoirs. La transformation, elle consiste en appliquant, on va appliquer, plutôt application pratique entrepreneuriale, et le produit justement de cette application donnera naissance à ces spin-offs universitaires. Bien sûr, comme je disais tout à l'heure, les positionnements épistémologiques, et le disaient tous nos panélistes, il faut toujours recourir à des notions et à des théories. Bien sûr, on ne peut pas décrire un objet de recherche sans avoir, c'est-à-dire sans avoir un appareil conceptuel qui permet de le faire. Donc, bien sûr, Witorski définit la professionnalisation, il définit ce que c'est professionnaliser. Et nous sommes dans la 3e, comme je le disais tout à l'heure, il y a la professionnalisation profession, relation, il y a la professionnalisation efficacité du travail, il y a la professionnalisation formation. Donc ici, ce qui nous intéresse nous dans le cadre de notre projet, c'est le soutien au développement des savoirs et compétences, et cela se passe dans des sphères politiques et sociales qui sont préoccupées justement par cette adéquation entre formation et emploi. Donc en rouge, voilà ce qui nous intéresse. Et là, ce sont les conditions dans lesquelles, à partir desquelles on peut justement s'attarder sur cette relation formation-emploi, comme je le disais tout à l'heure. Maintenant, la professionnalisation justement cette relation de professionnalisation des formations à l'entrepreneuriat, elle est double. Le rôle de la professionnalisation comme un stimulateur, il stimule, dans la mesure où c'est un soutien au développement des savoirs et compétences, s'inscrivant dans un espace, comme je le disais tout à l'heure, politique et social, préoccupé bien sûr par cette justement adéquation entre formation et emploi. Cette dimension est essentielle dans le contexte des spin-offs universitaires qui représente une forme concrète d'entrepreneuriat académique alliant recherche innovante et impératif du marché. Ça veut dire que la recherche scientifique va travailler justement c'est-à-dire elle va travailler en étroite collaboration avec les besoins du marché, et ça a été cité depuis tout à l'heure. Et donc, dans le cadre de ce passage de la recherche vers les besoins, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un transfert de connaissances vers le milieu entrepreneurial. Si je schématise un petit peu cette relation entre la professionnalisation et l'entrepreneuriat académique, la professionnalisation se caractérise par des savoirs et des compétences dans le but que la formation et la recherche soient, et puis elle fait appel bien sûr à la formation et à la recherche, dans le but d'allier justement la formation et l'emploi. L'entrepreneuriat académique, donc ce sont des connaissances qui sont issues bien sûr de la formation et de la recherche. Tout au long de vos cursus, vous avez reçu des connaissances. Les doctorants, quand ils font de la recherche, il y a des connaissances. Et donc cette recherche, nous, le mot-clé justement, c'est l'innovation, c'est comment améliorer des choses qui existent à travers tous ces produits scientifiques qui existent. Donc le but ici, c'est chercher cette adéquation entre recherche et impératif de marché. Cela va donner naissance, ce transfert de connaissances vers le milieu entrepreneurial va donner ce qu'on appelle des spin-offs, qui sont des entreprises, des entreprises. C'est un lieu qui deviennent à leur tour, parce que bon, la relation elle n'est pas dans un seul sens, c'est comme un cercle vicieux où on y revient. C'est un lieu d'observation de la professionnalisation comme activité professionnelle, et AFF, elle travaille sur l'analyse de l'activité professionnelle en compétences et en situation de travail, donc la pratique elle est importante ici. Et donc, cette spin-off qui est une petite entreprise, elle va bien sûr, il va y avoir des travailleurs, il va y avoir des professionnels. On peut, la recherche, c'est-à-dire la didactique professionnelle notamment, peut partir de cet endroit-là pour observer justement ces situations, bien sûr, dans quel but? Dans le but de la formation, bien sûr. Et pour nous, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est les formations universitaires. Bon, là, vous avez des définitions un petit peu de l'entrepreneuriat et des spin-offs. Donc, l'entrepreneuriat, ça c'est pour les étudiants, je vulgarise de manière pédagogique. C'est le processus de création, de développement et de mise en valeur d'une nouvelle entreprise ou organisation par une personne ou un groupe, en prenant des risques financiers, bien sûr, sociaux, psychologiques, en vue de réaliser un profit ou un impact sociétal. Ce processus implique souvent l'innovation. Pour que vous continuiez à exister sur le marché, il faut innover à chaque fois, sinon vous allez disparaître. Les spin-offs universitaires sont un exemple spécifique de l'entrepreneuriat,
car elles sont des entreprises nouvelles créées pour commercialiser des innovations, des connaissances développées dans l'environnement académique. Ces entreprises peuvent jouer un rôle crucial dans la valorisation des résultats de la recherche. On ne fait plus de la recherche pour la faire, mais la recherche sera valorisée en essayant de la traduire en un produit commercialisable. Et transformant les découvertes scientifiques ou technologiques en produits ou services commercialisables. Elle contribue également à l'économie locale et nationale en créant des exemples et en stimulant l'innovation industrielle. Donc, il existe une étroite relation entre l'entrepreneuriat et les spin-offs universitaires. Les spin-offs deviennent un vecteur par lequel l'entrepreneuriat se manifeste dans le contexte académique, le contexte universitaire, permettant de combler le fossé entre la recherche théorique et l'application pratique. Et c'est ce qui pose problème pour nos formations. Bon, on va nous dire que vous vous inscrivez dans des formations académiques, certes, mais comme je le disais, dans ces formations académiques, il y a aussi la pratique. Donc on doit aussi, ce qu'on peut reprocher les insuffisances, c'est que nous n'avons pas la pratique, contrairement aux formations des ENS, où ce sont des formations purement professionnalisantes. Donc, en outre, elle encourage une culture d'entreprise au sein des universités. Et j'ai beaucoup de questions pour nos panélistes, justement. Est-ce que nous, maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'on est toujours dans l'université qui transmet savoir, ou est-ce qu'on est dans cette université entrepreneuriale? Bon, c'est des questions qu'il va falloir se poser. Est-ce qu'on doit, un journaliste dans le cadre du colloque m'a posé la question, il m'a dit, est-ce que l'université continuera toujours à transmettre le savoir? Bon, je lui ai dit, elle le continuera toujours à le faire. Maintenant, ça dépend des orientations, je dirais, politiques et sociales de la question. En outre, elle encourage, comme je le disais, l'entreprise renforçant l'engagement des chercheurs vers des activités entrepreneuriales et l'innovation ouverte. Bien sûr, je suis allée chercher un peu par rapport à certains chercheurs concernant ce processus justement de mettre en place ces spin-offs. Alors il y a 2 ou 3 modèles. Il y a le modèle de Dozuo. Bon, ce modèle, il vous explique un petit peu le processus, comment transformer un produit scientifique, comment le rendre commercialisable. La caractéristique majeure de ce modèle, c'est qu'il est linéaire, on lui reproche d'être linéaire, voilà, et qu'on ne s'arrête pas un petit peu, on ne fait pas des feedbacks entre les différentes étapes. Bien sûr, on commence par générer une idée d'affaires, et là j'ai pu inscrire une étudiante dans l'arrêté 1275 pour justement mettre en place une plateforme. Et comment j'ai commencé, comme je le disais à la dernière fois, je suis le premier cobaye de cette expérience. C'est ma thèse aussi que j'essaie un petit peu, les connaissances qui ont été développées. Et nous allons travailler sur un aspect. J'espère que ça marchera et qu'on aura l'aide suffisante pour pouvoir aller au bout de ce projet. Donc, deuxièmement, développer, mettre en place des projets de transformation des idées en sélectionnant un projet viable, parce que vous allez partir avec plusieurs idées, mais après, il va falloir cibler une idée. Ensuite, lancement de la spin-off, donc vous allez mettre en place votre projet en cherchant les ressources nécessaires qui vont vous permettre de mettre en place votre projet. Et puis, vous allez enfin la création de la valeur, commercialisation des innovations pour générer de la valeur économique. Le deuxième modèle, il reprend un petit peu les étapes, mais qu'est-ce qu'on a introduit? On a introduit, c'est ce qu'on appelle le seuil critique. Donc là, on s'arrête entre chaque étape pour faire des feedbacks, pour voir si l'idée est bonne, si on peut aller jusqu'au bout, si on peut la réaliser, si nous avons les ressources. Donc il y a plusieurs étapes. On identifie l'opportunité, donc découvrir le besoin au niveau du marché, c'est-à-dire le besoin qui n'est pas satisfait au niveau du marché. Cadrage de l'opportunité, validation de la valeur commerciale. La préorganisation, on va développer des plans stratégiques d'acquisition des ressources. La réorientation, donc c'est là, voilà, la nouveauté dans ce modèle, c'est qu'on va adapter à travers des feedbacks sur le marché et ajuster en fonction des nécessités. Et puis enfin, on va mettre en place un modèle d'affaires, c'est ce qu'ils appellent le business model, voilà, pour pouvoir justement mettre en place cette entreprise. Le troisième modèle, c'est un modèle qui il reprend un petit peu les étapes précédentes, mais il est toujours linéaire, mais il inclut maintenant l'itération. C'est le fait de répéter, c'est-à-dire s'arrêter, revenir et adapter et reconnaître les influences périphériques importantes et l'interaction entre les différentes étapes. Et le dernier modèle, c'est un modèle intégratif un petit peu, où d'ailleurs on l'appelle l'évolution intégrée. Et là, ce qui est intéressant, tout à l'heure, il y a des collègues qui... Voilà, professeur Fallouri a parlé de la recherche appliquée, la recherche fondamentale. C'est là où on trouve réellement la place de la recherche dans ce modèle. Et du coup, il n'est pas linéaire, mais il est intégré. Il intègre tous les facteurs possibles qui vont vous permettre de créer justement cette spin-off en mettant en avant une interaction continue entre les différentes phases, permettant une flexibilité, une adaptation
selon les besoins, bien sûr, les besoins du marché vers lequel vous allez, ou le marché qui va vous intéresser. Donc les étapes incluent la recherche, donc vous voyez l'importance de la recherche scientifique, le développement du plan d'affaires, la validation du produit et la mise en œuvre stratégique. Donc j'ai essayé de comparer un peu, de faire une comparaison entre justement les transversalités qui existent entre la professionnalisation et les spin-offs. Donc là, je ne vais pas tout lire, mais je vais reprendre seulement les critères qui sont dans la première colonne. C'est que dans les deux parties, que ce soit dans la professionnalisation ou dans les spin-offs, il y a la valorisation des compétences